se peut. Donc on va commencer maintenant en parlant tout d'abord de toi, Franco, et de l'acte politique qui te vaut aujourd'hui d'être poursuivi par la justice. Alors pour résumer très vite, tu vas nous en dire plus, mais le 23 juin dernier, dans une période où on s'en rappelle très animée autour du mouvement international Black Lives Matter, pour le but de dénoncer les violences policières et le racisme, tu as attaqué tu as mené une action contre la statue Colbert devant l'Assemblée nationale en inscrivant sur celle-ci négrophobie d'État avec du rouge pour symboliser le sang. Alors avant de parler de ton procès, est-ce que tu peux revenir sur la signification politique de cet acte? Alors oui, on va essayer de résumer ça. Alors effectivement, l'acte il a été interprété comme étant dans la continuité du mouvement dit mondial autour du Black Lives Matter, notamment suite à la mort de George Floyd. Mais effectivement, et c'est important que Jay Hassani soit là, il faut rappeler que la vague de déboulonnement des statues a été réamorcée à partir de la Martinique quelques jours avant la mort de George Floyd, c'est-à-dire le 22 mai. Et effectivement, avec le déboulonnage des statues de Schulcher là-bas. Et effectivement, nous, si on s'est attaqué à la statue de Colbert, c'est avant tout parce que c'est un ministre de l'État français qui a été à l'initiative du Code noir qui légiférait sur l'esclavage négrier. Et quand on parle d'esclavage négrier, ça veut dire qu'on ciblait les personnes dites de race noire et qui étaient décrites comme non humaines et comme bien meubles. Et donc voir siéger une telle statue devant l'Assemblée nationale, c'est pas remettre en cause le Colbert du passé, mais bien une Assemblée nationale de 2020 et aujourd'hui de 2021 qui, en cautionnant la présence d'un tel personnage statufié devant la maison du peuple et le siège de la démocratie, sous-entend très logiquement que les Noirs ne sont toujours pas des êtres humains, ne font pas partie du peuple de l'humanité et toutes ces choses-là, et donc c'est une manière de nous insulter. Donc c'est une manière en fait, non pas ni un acte de vandalisme, ni un tag, mais pour nous une œuvre d'art, parce que j'ai quelques talents artistiques qui m'ont permis effectivement comment dire, d'agrémenter cette œuvre d'art coloniale pour lui rendre toute sa dimension pleine et entière, en rappelant que les héros de certains, et notamment de la suprématie blanche, sont les bourreaux des autres, et notamment là des déportés négro-africains, et donc de tous les négro-africains et afrodescendants qui ont été victimes de l'esclavage négrier-occidentalo-chrétien, puis de la colonisation. Donc voilà, l'axe était de réinterroger cette histoire et surtout de la voir dans son sens plein et non pas simplement dans un sens qui idolâtre la suprématie blanche en l'imposant comme une norme qui nous oblige à disparaître et à vivre dans une infériorité idéologique. Voilà. Ouais, donc il n'y a pas seulement le fait que c'est la statue de Colbert, il y a aussi l'emplacement devant l'Assemblée nationale et toute la symbolique qu'il y avait autour. Oui, c'est rappeler que Colbert, et je le répète, c'est pas l'homme le problème, c'est vraiment, il a agi au nom de l'État français. Donc l'État français à travers Colbert, en tout cas Colbert et l'État français, puisqu'ils sont inextricablement liés, puisqu'il en est le ministre à l'époque, c'est le père de la négrophobie d'État et du Code noir à la fois. Donc voilà, il a accouché deux jumeaux. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vu des gens comme Apathy qui font semblant de comprendre quelque chose, ou l'autre qui a une écharpe rouge, Farmier ou Cormier, Barbier. Voilà, qui disent il n'est absolument pas question de négrophobie d'État. Comment appelle-t-on un texte de loi qui institutionnalise le meurtre, le viol, la torture des Noirs et uniquement des Noirs en se basant sur la notion de race inventée par les Européens de manière totalement idéologique, si ce n'est pas de la négrophobie d'État faite au nom de l'État français, c'est quoi d'autre? Donc voilà, c'est ça qui... Mais il y a des gens qui vont dire pire, qui vont dire que Colbert a permis un peu de rendre ça plus doux, l'esclavage et tout. Il y a même des arrêts le sort de... Oui. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que il y a un argument qui dit il y avait des abus de la part des propriétaires d'esclaves, et donc le fait de légiférer là-dessus, ça permettait d'en diminuer en quelque sorte les atrocités. Alors que, en fin de compte, c'est pire d'avoir légiféré là-dessus, parce qu'il y a une véritable institutionnalisation de ces crimes barbares qui permet, et je rappelle que ça n'a absolument pas empêché les atrocités, parce que je veux dire, le Code noir prévoyait un ensemble de punitions, un ensemble de crimes. Je rappelle tout de même que donc, les esclaves étaient considérés comme des biens meubles, que dans les sanctions prévues, il y avait le fouet ou la fleur de lys, donc qui était un marquage offert sur le visage,
et que en cas de tentative de fuite, on coupait les oreilles des esclaves. Qu'en cas de récidive, on coupait le jarret, et qu'en cas de deuxième récidive, on mettait à mort l'esclave. Donc il y a véritablement une institutionnalisation d'une législation avec ce code noir. J'ajoute juste qu'en plus, cela était lié à la rentabilité. Oui. C'est qu'il fallait évidemment maintenir aussi une population, un certain nombre d'esclaves. Sinon, on mettait en péril la production de sucre. Oui, donc, il ne fallait pas les tuer trop vite, Exactement. surtout. Ouais, Colbert il voulait pas adoucir le sort des Noirs, c'était surtout pour rationaliser l'économie et le marché. Jay Hassani, est-ce que toi tu te retrouves dans ce que dit Franco? Est-ce qu'il y avait aussi ce geste politique dans le déboulonnage des statuts? Totalement. Enfin, pour moi, je trouve que Franco, c'est pas seulement le procès de Franco, comme on a dit, c'est le procès de toutes les personnes qui ont eu des ancêtres qui étaient sous le joug du Code Noir, tout simplement. Et concernant Shelcher, en fait, il y a plusieurs aspects qui nous ont poussé, si vous voulez, à nous attaquer, on va dire, à ce symbole. C'est que depuis un moment, on menait un combat sur le sol martiniquais contre le chlordécone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Parce que ce sont les familles, les descendants d'esclavagistes qui ont empoisonné les terres martiniquaises guadeloupéennes pour au moins 700 ans. Et du coup, s'attaquer à Shelcher, c'était aussi parce que Shelcher a joué un rôle fondamental. Il était favorable à l'indemnisation quand l'esclavage a été aboli. Donc déjà, nous, on parle pas, la jeunesse martiniquaise ne parle pas d'une abolition, mais plus d'une réforme. Shelcher a plus réformé l'esclavage puisqu'il nous a laissé au final avec ces mêmes familles qui ont oppressé nos ancêtres, elles perpétuent cette oppression sur nous aujourd'hui. Et donc, Shelcher était favorable à l'indemnisation de ces familles-là quand l'esclavage a été aboli. Donc, s'il n'était pas favorable à ça, elle n'aurait peut-être pas eu les moyens économiques de pouvoir nous empoisonner aujourd'hui. Donc, c'était déjà ça. Et puis aussi parce que il y a une surreprésentation de Shelcher dans nos espaces. Et on a une bibliothèque Shelcher, on a une école Shelcher, on a une ville de Shelcher, on a... Et des statues partout. Voilà. Et nos ancêtres qui, eux, ont mené des combats pour nous libérer, ils ne sont mentionnés nulle part en fait. Ils ne sont représentés nulle part. Par contre, on a Shelcher, on a aussi Joséphine de Beauharnais, qui est la compagne de Napoléon, qui a suggéré de remettre l'esclavage. On a aussi Denambu, qui était le premier colon. Donc toutes ces statues-là, en fait, on les a abattues parce qu'on ne supporte plus d'être entouré de symboles qui non seulement insultent nos ancêtres, mais aussi nous insultent nous. Donc ça a été totalement aussi pour remettre en question cette représentation coloniale autour de nous. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut attendre de nous qu'on soit épanouis, bien dans nos peaux, qu'on se sente bien en, fait, en tant qu'afro-descendants avec ces symboles oppressants. Donc c'est totalement dans le même combat que Franco. Alors avant de continuer, je vais vous demander de bien parler dans vos micros, s'il vous plaît, parce que toi tu étais à 3 km de freestyle, donc vous devez bien parler dans vos micros. Alors maintenant, vous êtes vous deux en procès, toi aussi avec le groupe et toi Franco. Déjà, qu'est-ce que vous risquez tous les deux, Franco? Ce qu'on risque déjà d'un point de vue très concret, c'est déjà qu'on est jugé par une institution qui porte le nom de justice et qui nous traite comme des coupables, alors que ce sont quand même ces États qui colonisent et qui ont été coupables de crimes contre l'humanité et qui continuent à l'être puisque la colonisation poursuit autrement. Donc je tenais à le préciser. Et donc on est dans une mascarade de justice. Maintenant, ce qu'on risque, c'est eux qui sont les maîtres du jeu, c'est eux qui en ont établi les règles, donc ils pourront le dire mieux que quiconque, mais il semble que ce soit des questions d'amende. En tout cas, d'emblée, je suis perçu comme coupable et il semble que la chose soit, perçue comme... comment expliquer ça? C'est-à-dire que je suis pointé comme le criminel et ceux qui ont commis les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, etc. sont eux qui me jugent à travers leur institution qui s'appelle justice ou qui usurpe le nom de justice. Et donc, d'entrée, on est dans une inversion, un renversement axiologique qui pose problème. Donc, je veux dire par là, il faut réellement qu'on organise la résistance partout où on se trouve et que demain, je serai dans une mascarade de justice. Parce que combien même je suis acquitté, on ne demande pas la justice pour un, mais la justice pour tous. On parlait de chlordécone, on parle de colonisation qui continue autrement à travers la départementalisation, à travers la France-Afrique, à travers d'autres phénomènes, etc. C'est tout ça qu'il faut abolir. Donc, en s'attaquant avec une œuvre d'art, je le répète, à la statue de Colbert, la volonté, c'est de réinterroger la profondeur de ce racisme viscéral et notamment de cette négrophobie viscérale et la réalité d'un colonialisme
qui perdure toujours sur d'autres formes et qui se manifeste là sur notre territoire à travers les contrôles aux faciès, à travers les discriminations au logement, à travers le fait que les béquets ont la majorité de l'économie, des terres et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est tout ça qui doit être combattu et il n'y aura pas justice demain. Mais par contre, on met un pied dans la porte pour qu'une brèche s'ouvre et que cette brèche soit de plus en plus grande, parce que c'est la justice pour tous qu'on veut, pas la justice pour Franco, comme ça a été dit, pas la justice pour Jay, pas la justice pour chaque individu, mais pour tous. Voilà. Jay? Donc moi je ne sais pas encore ce que je risque, puisque je ne suis pas vraiment là pour Shelter, je suis là pour témoigner pour Franco, justement, parce que l'aspect Black Lives Matter, justement, je trouve que la France a souvent tendance à pointer du doigt les États-Unis, comme s'il n'y avait pas de problème, en fait, de négrophobie en France. Alors que Shelter aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a abattu. Et le président Macron a tweeté le 22 mai. Donc ils sont au courant d'où est parti le domino qui a lancé en fait cette mouvance mondiale. Et je viens surtout témoigner pour ça en fait et pour que la France accepte de se regarder en face. Il ne s'agit pas d'une mouvance qui est partie des États-Unis, c'est parti d'un territoire français. Et donc, je suis surtout là pour... Oui, il y a aussi l'idée d'importation des débats américains. Est-ce que vous voulez réagir, Françoise sur l'importation des débats américains? Non, sur l'affaire des déboulonnages de statuts et des procès... Ce que dit Jay, moi, ce que je trouve important, quand j'ai appris que les statuts de Shelter avaient été mis par terre, ça m'a semblé vraiment très très important. Bon, d'une part, comme le rappelait Franco, ça se fait avant la statue de Colson à Bristol, qui est toujours présentée encore aujourd'hui comme étant le début, point de départ, le point de départ en 2020. Or, c'est vraiment ce qui se passe. Mais surtout, ce que je trouve très important, et ce que j'ai souligné, c'est que c'est Shelter qui tombe. C'est-à-dire que ce n'est pas un esclavagiste, ce n'est pas la figure de l'esclavagiste, de l'horrible personnage colonial, blablabla. C'est une icône républicaine associée à l'abolition de l'esclavage. Vraiment la personne bien, comme on peut dire sur le rapport. Et je trouve que quand je dis ça, c'est que ça nous ramène au contemporain, au quotidien, c'est-à-dire à la colonialité qui se perdure aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui tombe avec Shelter, c'est pas l'esclavagisme justement, c'est le fait que l'abolition n'a pas mis fin à l'exploitation et les dépossessions. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est un geste extrêmement important, beaucoup plus subversif, beaucoup plus radical politiquement que les autres. Donc ça m'a toujours été important pour moi de souligner chaque fois que je suis intervenue que ça commence en Martinique et donc en plus pour la France. Ça signifie quelque chose aussi parce que ça se passe dans ce qu'on appelle les Outre-mer qui sont toujours négligés quand on pense à la France. La France, c'est la France. Et les Outre-mer, bon oui, il y a un truc qui se passe là-bas. Or, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment au cœur de ce qui a été fait, esclavage, colonisation, et aujourd'hui néocolonialisme, postcolonialisme, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas indépendance. Donc c'est une première chose. Et le geste de Franco, la statue, donc le geste artistique qu'il pose devant le Palais Bourbon, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est que cette Assemblée nationale qui met comme une des figures importantes de la République, Colbert. Qui est censé, si on lit le site de l'Assemblée nationale... Ah, on m'entend pas? Ah bon? On m'entend là? Ouais, normalement, ouais. Oui. Ouais. Alors, il y a des commentaires qui disent qu'on entend, il y en a d'autres qui ne disent pas. Donc, parlez bien devant les micros, surtout qu'on a les masques. Bon. Mais je suis. Est-ce que, quand Franco disait oui, alors qu'est-ce que c'est que cette personne devant la maison du peuple? Mais c'est vrai, parce qu'en plus, sur le site de l'Assemblée nationale, c'est écrit qui représente les 4 personnages sont les vertus du service public, représentent les vertus du service public. Hein, donc on a d'autres, Michel Despitaliens, peu importe. Quelle vertu représente Colbert? Si tant qu'à faire, il fallait représenter une vertu du service public, on pourrait en trouver d'autres. On aurait pu même mettre, je ne sais pas moi, l'abbé Grégoire, tant qu'à faire. Marie Curie. Oui, bon, je sais pas. Enfin, Louise Michel, bon, là, bon. Mais donc, il y a quand même quelque chose de très, très, très important. C'est pas rien, ces signes. Ouais. Les statues, quand on nous raconte que les statues, c'est l'histoire, c'est pas vrai, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques à un moment donné, c'est tout. Et en fait, en plus, c'est que des mecs, c'est que des blancs, et c'est que des militaires la plupart du temps, des hommes d'État. Donc, de toute façon, c'est une... Et là, je rejoins aussi ce que disait G, c'est-à-dire qu'on se promène dans des villes qui disent, qui nous répètent à tout moment la domination coloniale. Ouais. Les noms des rues, les monuments, que ce soit Gallieni porté par 4 figures féminines. Elles l'ont sur leur tête.
Une représente l'Asie, l'autre Madagascar, l'autre l'Afrique, l'autre Paris. Je passe devant, alors on nous dit, oui, mais les gens font pas attention. Mais quand même, ça rentre dans ma tête. Un mec là, un mec blanc, tout haut, avec son truc militaire, sur la tête de 4 femmes, qui sont des femmes racisées. Non, sauf pas. Quand on connaît ce qu'a fait Gallieni en plus, Madagascar entre autres, oui. C'est un massacreur au Vietnam, c'est un massacreur au Madagascar, c'est un massacreur au Sénégal. Donc on est, il faut, je pense que quand ce que Franco et j'ai dit, c'est très très important parce que cette question, on nous coince sur la statue, les statues, blablabla, que ça serait l'histoire, on ne dise pas l'histoire, sinon c'est une histoire de mec blanc, voilà, on a qu'à nous dire que c'est ça l'histoire. Mais d'autre part, c'est que ça renvoie à un espace public qui est un espace ségrégué, de ségrégation sociale, raciale, de genre. C'est pas une ville pour tout le monde. C'est une ville pour certaines personnes. Pour un homme blanc de 50 ans avec une Rolex, valide. C'est pas du tout la même chose. Et donc je pense que soit le geste qui a été fait à la Martinique par G et ses amis, et Franco, comme il le répète, c'est pas lui seulement, c'est un geste, inaugure en France un vrai débat qui a été refoulé, qui a été mis, mais qui vraiment, pour moi, sont des gestes extrêmement importants qui devraient marquer quelque chose aujourd'hui, vraiment dans le débat sur la décolonisation. Vous vouliez ajouter un truc tous les deux? Je peux vous dire d'être assez court, mais allez-y. Allez-y. Non. C'est à eux d'être courts. Je t'en prie, cher ami. Non, je veux juste rebondir par rapport à ce qu'on disait sur Schœlcher, c'est qu'il y a aussi toute une vision très paternaliste aussi de dire que voilà, la Deuxième République aurait concédé la liberté aux esclaves, etc. Il y a vraiment cette dimension très paternaliste qui est assez insupportable. Et aussi, je voulais juste m'arrêter sur les arguments et sur ce qu'opposent aussi ceux qui défendent ces statuts-là. Notamment sur Colbert, de dire par exemple que Colbert c'était aussi l'État centralisateur. Comme si l'esclavage en lui-même ne suffisait pas à condamner définitivement l'homme. Et il y a aussi cette manière d'oublier, d'occulter le lien intrinsèque entre l'État centralisateur, entre les développements économiques qui va être impulsé par la monarchie, notamment grâce à Saint-Domingue qu'on appelait la paire des Antilles, avec l'esclavage. Je rappelle cette thèse très belle d'Eric Williams sur le capitalisme et l'esclavage. Et enfin, on nous dit aussi, il y a un des arguments de dire que l'esclave était partout, qu'il était à la mode, et c'est comme si quelque chose de barbare était normalisé, en fait, comme si ça le rendait plus acceptable. Donc je pense que cet argument qui est partout est un argument tellement mensonger. Oui, tellement mensonger. Il n'y a aucun système d'esclavage ne crée ce que crée l'esclavage colonial. Aucun. Je n'ai pas entendu dire que l'esclavage qui existe dans une société asiatique ou dans l'Empire ottoman crée ce que l'esclavage colonial a créé. Il n'y a pas de commerce international, il n'y a pas de domination maritime, il n'y a pas de domination militaire, il n'y a pas la transformation des Amériques Caraïbes, il n'y a pas la dépopulation dans l'océan Indien. Ce n'est pas donc de toute façon, bien sûr que tous les esclavages sont condamnables, mais il y en a un qui a une importance jusqu'à aujourd'hui. L'accumulation du capital. Et surtout qui occulte les résistances déjà des esclaves à l'époque. Mais pour justement revenir sur Schœlcher, pour moi le vrai visage de Schœlcher, c'est pas l'humaniste qui vient soi-disant abolir l'esclavage en 1848, c'est le gars qui en 1860, il y a eu des révoltes en Martinique, donc l'esclavage aboli, il y a quand même des révoltes, donc ça prouve bien que le problème n'a pas été réglé. Il a un discours où il parle de Lumina Sophie, qui est une héroïne, en fait, une figure pour nous du combat. Et il en parle comme d'un voyou, en fait, qu'il faut corriger parce que... Donc c'est ça, en fait, pour nous, Schœlcher. C'est pas du tout quelqu'un d'humaniste qui veut notre bien, au contraire. Il est là pour maintenir une domination... Alors, pour faire l'avocat du diable, je vous signale que la France est le seul pays au monde à avoir interdit 2 fois l'esclavage. Alors vous voyez comment ils sont contre l'esclavage quand même. Donc. Non mais là, c'est une histoire de... Quand même, ce qui est important, c'est... Moi, ce que revient aussi à ce qu'il dit, c'est que en France, on se permet de dire n'importe quoi sur l'esclavage. N'importe quoi. Je le vois encore dans des commentaires à c'est-à-dire qu'il y a de l'esclavage partout. C'est ça. Que finalement... Mais c'est insupportable. N'oublions pas qu'il y a quand même une écrivaine qui, à la télévision, va nous dire que finalement, ils étaient en bonne forme. Christine Angot. L'espérance de vie, si on veut appeler ça, était de 8 à 10 ans dans les plantations. De 8 à 10 ans pendant les siècles. C'était rien. Je veux dire, c'était vraiment du corps jetable. Et surtout qu'il y avait une condition où ils étaient au bord de la mort, mais on faisait tout pour les garder quand même un peu vivants, mais c'était catastrophique. Ça, c'est ce qu'on
raconte. Mais dans Rediker dans Rediker, l'œuvre de Rediker et les navires négriers, il y avait cette logique-là, par exemple, de mettre des trucs pour qu'ils s'empêchent de se suicider, par exemple, autour des bateaux. Alors, ça c'est vrai, mais je répète, hein, le corps est tuable, donc on l'épuise jusqu'à ce qu'il n'ait plus du tout de force physique. Donc évidemment, on le préserve, mais c'est pas une préservation. Mais c'est une logique de profit totale. C'est l'objet. Il ne faut pas perdre la marchandise. C'est vraiment cette logique-là. Mais en même temps, on est étonné parce que c'est vrai, il y a cette logique de rentabilité. Mais en même temps, on est étonné parce qu'au cours du voyage, beaucoup mouraient. Et donc, on peut être étonné à la fois la facilité. Ça valait quand même, l'esclave valait son prix, mais en même temps la facilité avec laquelle on pouvait le faire mourir, le mettre à mort ou le laisser. Et ça c'est quelque chose aussi de terrible en termes de... Mais c'est ça qui est terrible. Ils calculaient dans les coûts de mettre plus à l'aller parce qu'ils savent qu'ils vont en perdre. C'est un capital. C'est un capital. L'esclave est un capital au sens où on a de l'argent. Je veux dire, on emprunte sur l'esclave. L'esclaviste emprunte sur l'enfant à naître. Il peut obtenir du crédit. C'est non seulement effectivement un objet, mais c'est aussi un capital au sens vraiment de comme une voiture, comme quelque chose dans lequel, comme un objet dans lequel aussi on investit. Donc c'est vraiment le code juridique. Une seconde. À laquelle il faut... pour terminer, vas-y. Une chose à laquelle aussi, qui est importante, la façon dont c'est reçu ici. On ramène ça à chaque fois à une entreprise mémorielle. Et ça, c'est un vrai problème. Exactement. Victimaire, concurrence victimaire, etc., mémoriel. Alors à la fois le mémoriel et à la fois le victimaire. Et on n'arrive pas à comprendre l'actualité de l'esclavage. Il y a une actualité d'esclavage, toujours aujourd'hui, avec les conséquences. Et il faut faire aussi attention à cela, à ne pas laisser balayer ce que font, et entre autres des militants, comme étant simplement l'expression de la volonté d'une mémoire, de maintenir la mémoire. Et voilà, on va faire un film et puis les choses vont se calmer. Mais c'est bien d'insister sur l'actualité de l'esclavage. L'esclavage n'a pas terminé, parce que ses conséquences sont encore présentes. Alors pour terminer sur ce sujet, donc toi tu es appelé à comparaître demain, c'est ça Franco? Oui, demain à 9h, tout à fait, au tribunal 17e arrondissement de Paris, métropole Clichy, à 9h, 28e chambre. Et est-ce que, donc pour soutenir, il faut qu'on vienne, et est-ce qu'il y a aussi un autre moyen de soutenir? Oui, pour soutenir. Comment? On est 2 témoins. D'accord. Exactement, 2 témoins, et bien plus que 2 témoins, ça reste 2 témoins pour la circonstance de demain, mais sinon de là, c'est vraiment... Vous serez également témoin, François? Oui, tout à fait. Et oui, pour soutenir, sinon il y a effectivement un lien de collecte de financement participatif qu'on peut retrouver sur notre page et qui, je pense, la page c'est Brigade Anti-Négrophobie, page Facebook, et qui va sans doute être diffusée ici. Et je tiens quand même à rebondir sur ce qu'a dit Youssef, c'est que c'est vrai, des gens pensent qu'il y a une espèce de volonté de s'apesantir sur un passé, mais ce passé a un poids sur le présent, c'est-à-dire, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si on veut comprendre la persistance des discriminations raciales aujourd'hui qui sont faites à l'endroit des Noirs, qui dans l'échelle des races inventées par la suprématie blanche sont tout en bas, on ne peut pas les comprendre sans visiter la question du Code noir, la négrophobie d'État instituée par le Code noir et tout ce qui s'ensuit. Et donc même les contrôles aux faciès, je pense qu'avant d'aller sur les questions de la guerre d'Algérie avec la construction d'une certaine police, etc., il faut aller dans l'épisode de l'esclavage négrier occidentalo-chrétien où on voit qu'un noir ne peut pas se balader sans laisser passer et qu'il est automatiquement coupable et qu'on doit vérifier ses papiers, etc., et que les policiers ont pris le réflexe de contrôler les noirs à l'intérieur de ces systèmes qui banalisaient leur mort, qui institutionnalisaient leur mort, qui méprisaient leur vie et tout ce qui s'ensuit. Donc la réalité de la police aujourd'hui qui tue des Lamine Dieng, des Adama Traoré, des Amadou Koumé, des Ali Ziri, etc. Mais là, on parle précisément des conséquences de l'esclavage négrier occidentalo-chrétien. Elles sont à l'intérieur de cette histoire. Donc il y a un lien entre ce passé et notre présent. Et on a posté, Yanis a posté dans les commentaires le lien pour la cagnotte, donc n'hésitez pas à donner. On va s'arrêter sur ce sujet-là.